Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On se retrouve donc pour la deuxième partie de notre épisode questions-réponses où je vous dis tout. Je réponds donc à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et donc pour cette seconde partie, on va parler plutôt de travail, de yoga, etc. mais aussi de développement personnel parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont posé des questions et qui m'ont demandé des conseils par rapport à certaines situations. Donc je vais y répondre dans cette seconde partie. Si vous êtes intéressé par la première partie, j'y aborde notamment mon style de vie et ma vie à Bali de façon plus générale. Alors, première question qu'on m'a posée, que faisais-tu avant le yoga ? Eh bien, avant le yoga, j'étais, donc d'un point de vue professionnel, j'étais chef de produit marketing. Donc, je travaillais dans des grandes entreprises de cosmétiques de luxe, très spécifiquement. Et donc j'ai eu à la fois le job de chef de produit développement, donc je créais vraiment le produit de A à Z et ensuite je le donnais aux vendeurs qui allaient s'occuper justement de le vendre. Et c'est ce qu'on appelle les chefs de produit marketing opérationnel. Donc j'ai fait un petit peu ces deux casquettes pendant à peu près 6 ans. Donc avant de rentrer en entreprise, j'ai fait une école de commerce et avant ça, j'ai fait un UT en technique de commercialisation. Donc j'ai eu un parcours, je pense, qui est un peu classique entre guillemets, à savoir de la science et du commerce. Je suis partie étudier aussi à l'étranger. J'ai vécu 1 an à Chicago pour mes études, voilà. Et dès mon premier stage, en fait, j'ai rejoint une entreprise, donc c'était L'Oréal pour le coup. Et ça m'a ouvert ensuite par la suite pas mal d'opportunités pour bosser aussi bien chez Clarins que chez LVMH, etc. Donc voilà, c'était mon métier avant et puis ensuite j'ai rencontré le yoga lors de mon dernier travail. Donc j'étais chef de produit chez Givenchy. Je cherchais une activité pour me sortir un petit peu de ma routine professionnelle, pour avoir quelque chose à faire en dehors du travail, puisque c'est des métiers qui sont très prenants et j'avais plus vraiment de vie sociale depuis quelques années. Et quand je suis arrivée en poste chez Givenchy, finalement, je m'ennuyais un petit peu. Je venais de chez Dior, donc c'était un petit peu plus doux en termes de rythme. Et j'avais finalement du temps que je pouvais donner à quelque chose d'autre, à savoir moi. Et c'est ainsi que j'ai commencé le yoga. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'ai commencé le yoga pas pour avoir une activité physique, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, et c'est très bien, c'est pas du tout un jugement ou une critique. Mais moi, j'ai commencé le yoga parce que je voulais apprendre à respirer. Je respirais vraiment très mal, je faisais beaucoup d'apnée, donc voilà, je me suis dit que le yoga m'aiderait et j'avais raison. Deuxième question qu'on m'a posée, comment as-tu vécu ton expérience en formation de professeur de yoga ? Alors de mon côté, j'ai fait deux expériences de formation. Du coup, je parlerai peut-être en premier de ma première expérience. Alors ma première expérience a été très challengeante, aussi bien d'un point de vue psychologique que physique. Et j'avoue que quand je me suis lancée dans une formation de professeur de yoga, j'avais pas pour objectif de devenir professeur de yoga, j'avais juste envie de vivre une expérience. J'avais envie d'approfondir ce que je savais déjà du yoga. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais plus. Donc j'ai envie de dire un peu de temps pour m'explorer. Donc voilà, j'étais vraiment dans l'exploration, dans la découverte de quelque chose de nouveau. Donc je suis vraiment allée avec l'esprit grand ouvert. J'avais juste envie vraiment de vivre quelque chose et voilà, ça a été très très intense. J'ai beaucoup pleuré, je pense, pendant cette formation. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'élèves quand on fait un teacher training, parce qu'on est mis face à beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui sont nouvelles pour nous. Et c'est une expérience qui est incroyablement formatrice pour l'âme, pour l'esprit, pour le cœur, pour le corps. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sans avoir objectif de potentiellement pouvoir enseigner le yoga et qui, comme moi, au final, reviennent de cette formation et se disent, en fait,
moi j'ai bien envie d'enseigner le yoga. Et donc une formation dure généralement 1 mois. Au bout de 2 semaines, donc à mi-chemin, je savais que je voulais enseigner le yoga et je découvrais finalement un métier, je découvrais quelque chose au-delà même de pratiquer le yoga, transmettre le yoga, apprendre tout ce qu'il y a autour du yoga, qui va vraiment amplifier votre connaissance de ce qu'est vraiment le yoga et ce que le yoga peut vous apporter. Donc je dirais que cette expérience, elle a été transformatrice. Je suis revenue à Paris, j'étais vraiment très fatiguée à tous les niveaux, mais ça a été vraiment le déclenchement à mes décisions pour changer ma vie, pour changer mon quotidien. Donc ouais, je pense que c'est une expérience qui a vraiment transformé ma vie tout simplement. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que mon teacher training m'a apporté de plus que mes connaissances pures. C'est un petit peu ce que je viens de dire du coup, mais je vais revenir un petit peu dessus. En effet, au-delà de l'aspect purement théorique, aussi bien de la philosophie du yoga que de la pratique physique, vous vivez en immersion avec une quinzaine, une vingtaine d'autres yogis qui viennent du monde entier, qui vont avoir un mindset qui va être différent parce qu'ils ont été éduqués d'une manière qui est différente, qui vont avoir une culture qui est différente. Donc ça, c'est la première très belle chose que vous pouvez expérimenter en teacher training, notamment si vous le faites à l'étranger, bien sûr. En fait, vous, comme je vous le disais, vous êtes mis face à vous-même, donc c'est une vraie expérience humaine et personnelle. Vous êtes face à des challenges, de quelle manière vous allez arriver à passer au-delà de ces obstacles. Vous allez vous découvrir des qualités, vous allez vous découvrir des axes d'amélioration. Il y a peut-être des blessures en fait qui vont ressortir aussi, des choses que vous pensiez guéries, passées, ou peut-être des choses que vous pensiez même pas qui faisaient encore partie de vous, ou qui faisaient juste tout simplement partie de vous. Et ça va faire ressortir des choses, et c'est pour le mieux en fait, tout simplement. Donc comme je disais, c'était vraiment une expérience qui était transformatrice. Et vous n'apprenez pas que à être prof de yoga, vous apprenez en fait ce qu'est le yoga et de quelle manière en fait le yoga peut vous aider vous dans votre chemin de vie. Et je le disais, il y a beaucoup de gens qui font des formations de prof de yoga, pas pour devenir prof de yoga, mais vraiment pour vivre une vraie expérience avec eux-mêmes. Ensuite, quel a été ton déclic pour devenir prof de yoga? Donc, je l'ai dit, ma formation de yoga, de prof de yoga. Je pense que c'est juste en fait l'expérience globale, le fait de comprendre ce qu'était le yoga, le fait de comprendre ce que je pouvais aussi moi apporter peut-être aux autres. Ça a été un déclic. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais pas forcément un métier en tête, j'étais dans une phase, j'ai envie de dire, de creux, de silence dans ma vie, ce silence était prêt en fait à être rempli par quelque chose de nouveau. Et je pense que le yoga est la première chose qui est rentrée dans ma vie et à qui j'ai donné de la place finalement. Et j'ai souhaité du coup avec le temps créer encore plus de place pour me nourrir avec toutes ces connaissances, toutes ces choses-là. Et le fait aussi, avec l'expérience, en France d'abord, en ligne aussi, d'être en contact avec les élèves, de voir en fait que je pouvais apporter quelque chose à mon échelle. Parce que finalement, on a tous quelque chose à offrir et à donner aux autres. Et ça m'a confirmé dans cette idée que au-delà de l'enseignement des asanas, il y a quelque chose d'autre qu'on peut donner. On peut partager ses expériences, on peut partager sa vision de la vie, on peut partager sa personnalité, qui on est, et on peut inspirer les gens de cette manière. Et c'est ça aussi que d'être prof de yoga. Quand je donne des cours privés, c'est pas forcément des cours de flow, c'est aussi parfois des discussions, des échanges. On parle de dharma, on parle de chemin de vie, on parle de courage, on parle de pardon, on parle de toutes ces notions-là qui finalement font de vous un yogi ou un bon prof de yoga. Et j'aime bien aussi cette citation où on dit que on est tous des élèves et on est tous des professeurs les uns des autres. Et être professeur de yoga, c'est aussi savoir rester élève avant tout. Ensuite, toujours relié à mon teacher training, on m'a demandé si cette formation m'avait aidé à surmonter ma timidité, et il me semble que c'est un trait de personnalité, ce que m'a dit cette personne qui m'a posé la question. Alors je ne
pense pas être de nature timide, mais il y a dans certaines situations où je ressens justement de la timidité, je suis assez intimidée, donc ça peut être par des situations, ça peut être aussi par des personnalités spécifiques. Je pense que je suis de nature très ouverte, très sociable, je ne suis pas extravertie. Au contraire, je pense que je peux être assez introvertie parce que tout ce qui est fête, soirée, quand il y a beaucoup de bruit, etc., beaucoup finalement d'agitation autour de moi, j'ai tendance à me refermer sur moi-même et à pas forcément me sentir hyper à l'aise. Par contre, je ne pense pas être timide, simplement intimidée par certaines personnalités, notamment des personnes peut-être que je vais ressentir un peu trop intense, un peu trop envahissante. Je vais avoir tendance à prendre un peu de recul et à pas forcément être très loquace, à beaucoup m'exprimer. Je suis pas timide. Ouais, je pense que c'est voilà, quand je connais les gens, quand je suis à l'aise, globalement, voilà, je suis assez ouverte. Par contre, en effet, être prof déjà de façon générale, ça m'a clairement aidé à être plus avenante et à oser davantage et à braver ma timidité. Je pense que j'ai eu des phases clairement de ma jeunesse, de mon adolescence où j'étais très timide, mais je pense que ça c'est le cas de beaucoup de jeunes. Et ma formation en elle-même, elle m'a beaucoup aidée. Je pense surtout ma deuxième formation. Je me rappellerai toujours, en fait, on avait fait un exercice où on travaillait sur la projection de la voix. Moi, j'étais à un bout de la salle et ma collègue était à l'autre bout de la salle. Et l'objectif, c'était de chuchoter une instruction à la personne qui était en face de nous, donc notre élève. Et chuchoter tout en criant, entre guillemets. Et je dis crier entre guillemets parce que l'objectif n'est pas de crier, mais de projeter sa voix. Ça a été extrêmement dur et déstabilisant pour moi, au point où en fait plus aucun son ne sortait de ma bouche. Et je pensais pas, avant de faire cet exercice, que c'était quelque chose avec lequel j'avais du mal. Et c'était un très bon exercice parce que je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'affirmer, que j'avais du mal à affirmer ma voix. Alors que pour certaines personnes c'était hyper naturel. Donc je pense que voilà, en tout cas je sais pas si ça m'a aidé à surmonter cet exercice, mais en tout cas ça m'a fait prendre conscience et ça m'a donné une voie pour travailler sur ces choses qui étaient toujours work in progress. Penses-tu que les teacher trainings soient faits pour tout le monde, débutants et avancés? Alors, je me rappelle quand j'ai fait ma première formation, j'ai demandé est-ce que tu penses que je peux faire cette formation avec toi, Mathieu? Il m'a dit oui, tu es prête, tu as travaillé beaucoup avec moi. Donc, je pense, en partant de cette réponse-là de mon prof, que tout le monde entre guillemets peut faire un teacher training dès lors qu'il a déjà mis les pieds dans un studio plus de 10 fois, j'ai envie de dire, qu'il a envie de s'ouvrir au yoga. Et que voilà, il a une forme aussi physique, je pense, et aussi les capacités mentales à gérer une formation aussi intensive que celle-ci. Alors bien sûr, vous allez me dire, il existe plein de formats de formation de yoga, mais la seule qui vraiment vous formera correctement, c'est un intensif d'un mois, 200 heures, je pense, ou alors les choses un petit peu à distance, où vous pouvez le faire peut-être un week-end sur deux, etc. Mais dans tous les cas, 200 heures. Alors débutant, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend. Débutant, est-ce que c'est voilà le premier cours? Si vous n'avez jamais fait de yoga, non, ne faites pas une formation de professeur de yoga parce que vous prenez le risque tout simplement de payer une formation très chère et qu'elle corresponde absolument pas à ce que vous aimez faire. Avancé, oui, bien sûr, puisque comme je disais, là j'imagine quand on me dit débutant et avancé, c'est débutant et avancé dans la pratique physique, mais quand on fait une formation de yoga, c'est aussi surtout pour découvrir la philosophie du yoga, pour vivre en immersion dans le style de vie yogique. Donc évidemment, c'est ouvert aux avancés, sachant que quand vous faites une formation de professeur de yoga, vous avez un 200 heures, vous avez un 300 heures. Le 200 heures est ouvert du coup à tout le monde, j'ai envie de dire. Et le 300 heures n'est ouvert qu'aux personnes qui ont déjà fait un 200 heures, donc qui sont déjà professeurs de yoga. Et qui, globalement, dans le 300 heures, vous allez apprendre à créer des choses supplémentaires comme des retraites, des workshops, des intensifs que vous apprenez pas forcément dans 200 heures. Et dans votre pratique également, vous allez pouvoir pratiquer des choses qui sont plus avancées. Donc évidemment, de toute façon, vous commencerez par un 200 heures et si vous voulez aller plus loin,
et que vous êtes déjà professeur de yoga, que vous enseignez régulièrement, vous pourrez faire un 300 heures. Comment choisir son teacher training à Bali et y a-t-il des choses à éviter? Alors, comment choisir son teacher training? Peut-être de façon plus générale, puisque c'est pas forcément la destination qui compte. Par contre, j'entends totalement que vous ayez envie de faire votre formation à Bali, comme certains peuvent avoir envie de le faire au Sri Lanka, en Inde, etc. Donc, avoir une destination en tête, c'est très bien. Mais ce que je recommande en priorité, s'il y a bien un critère qui est le critère le plus important, c'est le professeur de yoga qui va vous enseigner votre formation, parce que c'est sur cette personne finalement que va reposer toute votre expérience. Si vous allez avec un prof que vous ne connaissez pas, peut-être vous n'allez pas aimer son enseignement, peut-être que vous n'allez pas aimer sa personnalité, peut-être que vous allez, vos attentes versus ce que vous allez recevoir, ça ne va pas du tout coller. L'avantage, c'est que si vous faites un teacher training avec votre prof de yoga actuel, il y a très très peu de chances que vous soyez déçu. Au contraire. Donc, j'ai envie de dire, que ce soit à Bali ou ailleurs, choisissez un professeur de yoga. Après, il y a des organismes qui organisent donc des retraites de yoga et des formations de professeurs de yoga. Je dirais regarder déjà si ces formations elles sont certifiées par Yoga Alliance. Alors Yoga Alliance, c'est une entreprise américaine qui est privée. Mais elle est reconnue mondialement comme signe de légitimité, de qualité d'une formation de prof de yoga. Donc déjà, si vous cherchez une formation, regardez qu'elle soit certifiée, parce que si elle n'est pas certifiée, vous n'aurez pas forcément la possibilité de travailler ensuite dans des studios. Donc ça, c'est hyper important. Beaucoup de studios vous demanderont votre certification Yoga Alliance. Et si vous l'avez pas, finalement, vous serez pas en mesure d'enseigner. Donc ça, c'est assez dommage. Et après, c'est un peu comme tout voyage, etc. Informez-vous en ligne, regardez s'il y a des avis, des retours, etc. Le mieux, c'est comme je disais, soit avec votre professeur de yoga, soit vous vous faites recommander par un ami qui a déjà fait le teacher training, et ça peut être un gage de sûreté, sachant que vous êtes différent de votre ami et que peut-être que vos attentes ne seront pas les mêmes, et que même si votre ami a été satisfaite ou satisfait, peut-être que vous ne le serez pas. Ensuite, on passe un peu plus à la partie travail. Donc, on m'a demandé quelles étaient mes sources de revenus pour assurer mon logement et mes autres frais du quotidien. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir vivre de mon métier de prof de yoga, et c'est très, très récent. Ça fait même pas un an, finalement, que je me suis lancée là-dedans. Donc, je vis de mes cours en ligne, je vis de vidéos que je peux créer pour des plateformes, je vis de partenariats parfois que je peux faire avec des marques qui vont peut-être me rémunérer pour donner un cours. Je vis également des programmes que je suis en train de lancer. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses accumulées, également mes e-books, qui me permettent aujourd'hui de vivre, de payer mon logement, de payer ma nourriture, etc. Voilà. Et donc, on m'a demandé est-ce que je vivais de ma passion aujourd'hui? Eh bien, la réponse est oui. Et je pense que c'est une de mes plus belles fiertés. Et enfin, en fait, maintenant, j'arrive à me retourner, à regarder le chemin que j'ai parcouru et que j'ai accompli, et être hyper fière de moi, parce que jamais, au grand jamais, j'aurais pensé devenir prof de yoga, être autant épanouie, être autant fière de tout ce que je fais, et surtout, chaque matin, de me lever avec l'envie de travailler. Parce qu'au final, mon travail n'est plus un travail, mon travail est une passion, même si parfois je suis fatiguée, même si parfois j'aimerais prendre plus de moments de pause, parce que finalement j'en prends pas beaucoup en ce moment. En fait, je sais que ce que je fais, ça m'anime, et que si on me l'enlevait, on m'enlèverait clairement une partie de moi. Donc ouais, clairement, je vis de ma passion, et je suis fière du courage que j'ai eu de tout quitter. Je suis fière d'avoir pris des risques, et je suis fière, voilà, pour une fois, j'ai envie de dire que je suis fière de moi, et que voilà, je suis fière de vivre de ma passion. La DA de ton contenu est top. Utilise-t-il des applications et des logiciels? Combien de temps cela te prend-il? Alors la DA, c'est donc la direction artistique, c'est-à-dire tout l'aspect visuel de tout ce que je crée. Alors j'utilise Canva sur ordinateur, qui me permet de créer des flyers, mes e-books, je les crée sur Canva par exemple. En termes d'application, je retouche mes photos que je poste sur Lightroom, qui est une application de retouche photo professionnelle, mais si vous téléchargez l'application pour téléphone, c'est gratuit et c'est accessible vraiment à tout le monde.
Voilà, mes stories, je les fais avec les filtres d'Instagram et puis voilà, j'écris mes textes dessus directement. J'avoue que j'ai passé, au début, je sais que je passais beaucoup de temps à créer sur Canva des stories, des choses comme ça, alors qu'au final, je me rends compte avec Instagram, on peut faire plein de très belles choses. Par contre, ça me prend énormément de temps. Ça, je le cache pas. Tout ce qui est création de contenu, de toute façon, ça prend énormément de temps. Je pense que on s'en rend pas compte, mais c'est time consuming, comme on dirait. J'adore créer. Moi, je suis une créa, donc je peux passer des heures et des heures et pas me rendre compte que j'ai le nez, les yeux collés à mon ordinateur ou à mon écran depuis peut-être 4 heures. Mais voilà, je dirais que par exemple, je peux évaluer ça le dimanche quand je poste mes stories vraiment en fin de journée. Ça peut me prendre entre 1 à 2 heures à tout poster, très sincèrement. En plus, si je dois poster des infos pour le lancement d'un programme, pour des inscriptions, etc., ça me prend énormément de temps. Et tout ce qui est site internet, par exemple la mise en page de mon site internet, ça m'a pris je pense 1 semaine H24 à travailler dessus et à tout faire. Donc ouais, tout ce qui est mise en page, tout ce qui est créa, de toute façon c'est des choses qui prennent énormément de temps parce que c'est très pointilleux, faut vraiment être sur les détails, etc. Moi je suis très perfectionniste là-dessus. Donc voilà, si vous voulez faire du beau, ça prend du temps. Donc moi je sais qu'aujourd'hui, et en toute transparence, je fais 100% de tout ce que vous voyez, c'est moi qui le fais. Peut-être qu'un jour je pourrai déléguer. Voilà, j'espère que voilà, ça pourra grandir. Peut-être que pour que je puisse être aidée finalement et que je puisse payer quelqu'un qui pourra m'accompagner, ça ce serait merveilleux. Mais aujourd'hui, je suis très très heureuse et très satisfaite de tout faire. Surtout que j'adore ça, donc voilà. Je pense qu'à un moment, ce sera plus l'énergie et le temps peut-être qui me manquera. Et j'espère que ce moment arrivera et me dire voilà, j'ai envie de grandir et j'ai envie de pouvoir me dédier à plus de choses qui me plaisent et qui me font peut-être perdre moins de temps et pouvoir déléguer des choses. Voilà. Pourquoi avoir privilégié une activité en ligne ? J'avoue que j'ai privilégié ça tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui me convenait le mieux. Je vous disais un peu avant que j'étais assez introvertie et en fait moi je suis un peu j'adore aller dans les cafés toute seule avec mon ordinateur et en fait n'avoir aucun compte à rendre à personne. Et même si j'adore le contact humain, travailler en ligne en fait ça me permet d'avoir mes propres horaires, de faire ce que je veux comme je veux, à mon rythme, voilà, seule, pas seule, etc. De pas avoir de compte à rendre. Vraiment ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a complètement changé quand j'ai quitté mon travail et je me suis dit mais c'est impossible que je retourne en entreprise parce que maintenant que j'ai découvert la liberté et la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, comment revenir avec quelqu'un qui va me dire quoi faire, quand le faire et comment le faire. C'est compliqué. Donc c'est beaucoup pour ça que j'ai privilégié une activité en ligne et aussi parce que j'avais énormément soif de voyage, que j'en avais marre de la France et que j'avais envie de partir et que finalement lorsqu'on travaille en ligne on peut le travailler de n'importe où dans le monde. Et ça ça ajoute une enveloppe supplémentaire à la liberté qu'on s'octroie parce que voilà, vous bossez en ligne. Comme je disais, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez, et en plus d'où vous voulez. Franchement, si c'est pas la liberté. Les formations que tu aimerais faire. Alors, première formation que j'ai en tête, je l'ai pas encore entamée parce que pour le moment, j'ai énormément de projets perso sur lesquels je bosse, de programmes que j'ai envie de développer. Donc je l'ai pas encore amorcé, mais c'est une formation de médecin ayurvédique que j'ai trouvée, qui est en français, que je ferai en ligne. Donc j'ai énormément hâte de la commencer. Donc ça c'est première formation que j'ai envie de faire. Ensuite j'aimerais refaire un teacher training, mais j'avoue pour le moment je ne sais pas avec qui j'ai envie de le faire. Et c'est ce que je vous disais, en fait moi si je dois refaire une formation, soit un teacher training, soit un intensif, ce sera vraiment avec un prof qui va vraiment m'inspirer quelque chose. Soit pour sa pratique de handstand, d'inversion, soit pour sa pratique en flexibilité. Donc voilà, j'avoue vraiment, j'ai pas de nom en tête à part peut-être Daniel Rama et Shakti Bird parce que c'est un super duo. Je les avais rencontrés, j'avais fait un workshop avec eux à Lomé à Paris à l'époque et je les avais trouvés vraiment géniaux. J'aime aussi beaucoup Patrick Beach, Thalès Sutra et Kino McGregor en Ashtanga.
Donc voilà, il y a aussi Jared à New York et qui donne aussi des workshops, je sais, en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment des personnalités avec qui j'aimerais vraiment me former parce que je sais que c'est des personnes qui sont hyper inspirantes et qui peuvent m'apporter quelque chose de plus. Voilà. On m'a demandé ensuite si j'étais parfois fatiguée d'enseigner. Fatiguée physiquement, oui. Ma voix aussi, oui. Fatiguée dans mon cœur, jamais. Je vais même vous dire une chose, dès que parfois je peux être fatiguée, me dire oh là là, faut que j'aille donner une classe, je sais pas si genre physiquement je vais y arriver. Et en fait je ressors de ma classe pleine d'énergie, avec encore plus d'énergie que ce que j'en avais avant. Donc est-ce que je suis parfois fatiguée d'enseigner? Non. Ah, honnêtement, quand vous trouvez quelque chose qui vous anime autant, par lequel vous êtes autant passionné, qui vous apporte autant finalement dans votre quotidien, vous pouvez pas être fatigué à part une fatigue en effet physique. Voilà. Fais-tu parfois certains cours au feeling sans rien prévoir? Non. Rien du tout prévoir, non. Au tout début, quand j'enseignais, j'écrivais vraiment tout ce que j'allais faire. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je suis aussi vachement sortie de la structure que Mathieu m'avait transmise. Alors, je reste sur une même, sur un même squelette, j'ai envie de dire, mais avec l'expérience, avec ma pratique, avec le temps, etc., j'ai transformé un peu mes séquences et je les fais un peu plus à ma manière et à ma vision aussi de l'enseignement et de ma pratique aussi, parce que finalement, lorsqu'on pratique le yoga, en tant que prof de yoga, c'est quand même hyper important parce que ça vous permet en fait de vous rendre compte ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Et plus vous pratiquez, plus vous apprenez des choses sur votre corps et donc plus vous pouvez transmettre ces choses-là à vos élèves. Je le disais tout à l'heure, on est d'éternels élèves tous, donc on apprend en permanence. Moi, j'apprends auprès de mes élèves aussi. Mes premiers cours ont été des enseignements pour mes cours que je donne aujourd'hui, qui sont des enseignements pour les cours que je donnerai dans le futur. Donc voilà, je pense que 100% feeling, je sais pas si véritablement je le conseillerais. Je sais que je suis complètement capable, si on me dit ah bah là dans 5 minutes on a besoin de toi pour donner un cours, j'irai sans hésitation parce que je sais, j'ai plein de flow dans ma tête, je suis suffisamment à l'aise quand j'enseigne maintenant le yoga pour improviser tout en créant une séquence qui sera sécure pour le corps. Ça, je me fais pas de soucis. Par contre, c'est vrai que je sais que si je donne un cours le jour même ou le lendemain, je vais automatiquement dans ma tête réfléchir qu'est-ce que je peux apporter à cette personne si c'est un cours privé. De quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de faire un cours d'ouverture de cœur? Est-ce que j'ai envie de faire un cours d'inversion, etc. Et en fonction de ça, forcément, automatiquement et machinalement dans ma tête, je vais réfléchir à comment je vais séquencer mon cours et quelle posture, quels éléments j'ai envie d'intégrer. Par exemple, si j'ai envie de faire un cours de force et d'inversion, je vais donner un petit peu plus de workout, d'exercices de workout dans la séquence. Si je suis plus dans la flexibilité, peut-être que je vais ajouter un petit peu de fluidité, etc. Encore une fois, ça dépendra du niveau de ma classe, du niveau de mon étudiant, etc. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Comment construis-tu tes cours de yoga et combien de temps cela te prend? Alors, je construis mes cours de yoga sur la structure qui m'a été enseignée. À savoir, généralement, on fait un échauffement. Ensuite, on passe aux ouvertures de hanches, ouvertures de cœur. Ensuite, on passe à la force et aux inversions. Et on termine avec ce qu'on appelle un cool down. Donc, des postures un petit peu plus lean, d'étirement. Donc ça, je dirais que c'est une structure globale, générale, que vous pouvez vous-même utiliser. Mais pour moi, c'est pas la structure. C'est la structure qu'on m'a enseignée dans mes teacher training, mais c'est pas la seule structure. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant, c'est important même de prendre des formations, des cours, des intensifs avec plein de profs, parce que tous les profs en fait vont avoir une manière d'enseigner qui sera différente. Et c'est pour ça que plus le temps passe, plus j'adore en fait pratiquer avec des nouveaux profs de yoga, parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Et ce quelque chose à apporter, c'est lié à leur personnalité, c'est lié à leur expérience, c'est lié à leur vision du yoga, et c'est hyper enrichissant parce que vous allez tester des choses sur votre corps et dire ah mais en fait c'est plutôt cool, j'aime bien ça, tiens je vais prendre ça et puis moi je vais l'intégrer à ma sauce. Donc voilà.
Ensuite, on m'a demandé si j'envisageais un jour de donner des formations de professeur de yoga parce que ce serait incroyable. Alors oui, je l'envisage. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'aurais dit non, jamais je ferai ça. Je me sens pas les épaules. Plus le temps passe, plus je me sens capable de le faire. Par contre, c'est pas la next step, clairement pas. Ma next step, c'est d'abord d'enrichir tous les programmes que j'ai envie de créer, parce que aujourd'hui j'habite à Bali et vous, mes élèves, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous êtes principalement francophones en France. Donc pour le moment, j'ai vraiment envie de pouvoir continuer l'enseignement à distance, donc en créant davantage de programmes en ligne, et j'ai plein d'idées et ça j'ai tellement hâte que toutes ces petites étoiles naissent. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce sera la retraite de yoga ou du moins en parallèle. D'ailleurs, je parlais retraite de yoga la dernière fois sur les réseaux sociaux parce que c'est le sujet est revenu. L'année dernière, j'étais censée organiser une retraite de yoga en Grèce qui ne s'est pas faite pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, du coup, j'ai plus d'outils en main pour savoir comment créer une retraite qui sera optimale et qui pourra répondre aux critères et aux attentes du maximum d'entre vous. Donc clairement une retraite de yoga qui se fera en France. D'ailleurs, spoiler, ce sera sûrement dans la forêt, ce sera sûrement dans un milieu hyper naturel. J'ai envie de petites maisons en bois. Bref, en fait, j'ai envie de vous faire vivre une expérience immersive qui se rapproche de ce qu'est le paradis pour moi. Et le paradis pour moi, c'est la pleine forêt, c'est le bois, c'est la nature, c'est la connexion entre nous, mais aussi avec la terre. Voilà. Et évidemment, il y aura Eva dans cette retraite, elle le sait déjà. Première retraite, ce sera avec elle et je pense que ce sera 3-4 jours en France. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à être bien connecté sur tous mes réseaux sociaux parce que voilà, j'en parlerai en tout cas en temps voulu. C'est clairement pas fait, je préfère vous dire tout de suite. Mais voilà, j'aimerais bien que ça se passe en 2021, je vous le cache pas. Mais sinon, ce sera peut-être 2022, début 2022, on verra. Et donc du coup, teacher training, ce sera, je pense, l'étape d'après. Et je pense que pareil, c'est une étape qui s'ouvrira naturellement à moi, avec l'expérience, avec l'assurance, etc. Donc on verra. Pour le moment, non pas que je m'en sente pas capable, c'est juste que pour le moment, voilà, j'ai pas, ça fait pas partie de mes priorités. Donc c'est pas du temps et de l'énergie que j'ai envie de donner à ce projet-là pour le moment. Voilà. Dernière question sur le yoga, on m'a demandé s'il fallait faire de la muscu pour progresser en yoga. Évidemment que non. Vous n'avez pas besoin de faire de la muscu pour progresser en yoga. Alors moi j'ai commencé la muscu depuis le lockdown, tout simplement le premier lockdown. Parce que voilà, j'étais un petit peu lassée finalement de faire des flows, un petit peu lassée dans ma propre routine de yoga et j'avais envie de me challenger et j'ai toujours été très athlétique, très sportive et j'ai découvert MadFit sur Instagram. Alors à la base, je l'ai connue sur YouTube. Elle faisait des vlogs en voyage. Et puis elle parlait beaucoup de nutrition végétale en tant que sportive, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et elle m'a beaucoup aidée d'ailleurs dans mon rapport à l'alimentation et comment on pouvait trouver finalement un équilibre. Et puis finalement, elle a une chaîne YouTube où elle poste plein de classes de workout. Et voilà, moi je me suis découverte je dirais pas une passion, mais en tout cas une activité qui me fait énormément de bien. Et c'est vrai que peu à peu, je commence à intégrer un petit peu de workout, de fitness, aussi bien dans mes vidéos de yoga. Je fais des yoga workouts que je crée, et puis dans mes flows de yoga, il y a toujours un petit peu une petite partie, un petit peu renforcement musculaire. Alors au début, quand vous commencez, je pense que les flows de yoga se suffisent à eux-mêmes. Ça reste déjà assez intense et ça vous permet vraiment de construire votre masse musculaire. Moi, honnêtement, j'ai commencé, j'avais 0 masse musculaire et par la simple pratique régulière du yoga, j'ai pu dessiner ma masse musculaire. Donc voilà, c'est pas indispensable. Par contre, je pense que quand vous avez un certain niveau et que vous voulez aller plus loin, ne serait-ce que pour protéger votre corps, construire votre masse musculaire par la muscu,
Ça peut être très bien en termes de sécurité et aussi tout simplement pour vous aider à aller plus loin dans des postures qui vont être un petit peu plus acrobatiques, j'ai envie de dire. Donc c'est pas nécessaire pour progresser. Je pense que vous le sentirez de vous-même en fait. Écoutez-vous, moi je me suis jamais dit oui alors dans 2 ans je me mets à la muscu parce que je sais que dans 2 ans je vais m'ennuyer dans ma pratique et que j'aurai besoin d'une impulsion. Vous le saurez, moi je commençais à m'ennuyer, j'avais besoin d'un truc supplémentaire, je l'ai fait et je confirme qu'aujourd'hui ça m'apporte énormément. Alors aussi bien dans ma pratique physique mais aussi dans mon rapport avec mon corps et ça c'est plutôt cool. On passe à la dernière partie qui est la partie développement personnel. Donc vous avez été quelques-unes à me poser des questions justement et quelques-uns d'ailleurs des questions de développement personnel. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool et j'avais envie d'y répondre ici, un peu en mode tout simplement podcast, mais beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel et en répondant vraiment à des questions spécifiques. Première question, on m'a demandé, est-ce important pour toi d'avoir une relation amoureuse? Donc on reste dans le perso quand même, mais peut-être que ça peut inspirer plusieurs personnes qui m'écoutent ici. Alors, je pense que c'est important d'avoir une relation amoureuse au sens où l'amour vous apportera toujours quelque chose de différent qu'une simple relation d'amitié. Et le fait aussi, je pense, de partager avec une deuxième personne qui finalement on considère comme notre moitié, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et je pense qu'on a été constitué comme ça et on a besoin finalement de partager. Je pense que la relation amoureuse, et je dis je pense parce que j'ai pas eu de relation de long terme suffisamment saine, j'ai envie de dire, sans rentrer dans les détails, pour me rendre compte ce que c'était que d'être amoureux et d'avoir une relation amoureuse sur le long terme. J'observe tout simplement et je vous partage ce que j'observe. Donc je dirais que c'est important par rapport au partage et je peux avoir des moments où je me sens seule. Je peux avoir des moments où ça me manque, peut-être de pas avoir cette affection que quelqu'un va me porter, de pas avoir cette attention que quelqu'un va me donner à moi en particulier. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec mes expériences des derniers mois que finalement j'avais pas envie d'être dans une relation amoureuse, que j'avais envie encore d'avancer, d'explorer, de découvrir qui j'étais. Pour finalement enfin peut-être pouvoir me stabiliser dans une relation de couple. Alors je sais que j'ai 30 ans, mais je pense que vous l'aurez compris, soit en tombant sur ce podcast, soit parce que vous me suivez depuis quelques temps, rentrer dans des cases m'importe peu. Je me ferme pas trop à, voire pas du tout, à ce que la société nous inculque de faire et ce qui est entre guillemets mieux ou bon de faire pour être une personne entre guillemets normale. J'en ai un peu rien à faire, je dois dire, d'être normale. Je m'écoute, je suis vraiment à l'écoute de moi et de mon bonheur et de mon épanouissement. Donc aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être en couple, mais je me ferme pas à la possibilité de rencontrer quelqu'un et de me mettre en couple, tout simplement. Comme je disais, je suis quelqu'un d'ouverte et je prends ce que la vie m'apporte. Aujourd'hui, la vie me remplit de beaucoup d'amour avec mon travail, avec mes élèves, avec les rencontres amicales que j'ai presque envie d'appeler des rencontres amoureuses finalement, parce que pourquoi garder l'amour pour une relation affective d'homme à femme, de femme à femme, voilà, où il y a vraiment une relation amoureuse. J'ai pas d'autres termes, voilà, pour exprimer le terme, mais voilà, je pense que vous aurez compris. J'ai rencontré des amis incroyables à Bali et pour moi, je les vis un peu comme des relations amoureuses parce qu'il y a énormément d'affect et d'attention entre nous. Donc ça, pour le coup, par contre, c'est fondamental pour trouver mon équilibre. Comment vis-tu l'amour que tu portes pour les autres et tes relations amoureuses? Alors moi, je suis quelqu'un de très entière, de très honnête. Quand je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, généralement, c'est parce que je veux vraiment laisser rentrer cette personne dans ma vie. Quand je donne, c'est pas nécessairement pour recevoir, mais quand je donne, c'est clairement parce que je tiens à la personne qui est en face de moi. Donc, je pense que j'ai eu tendance ces dernières années à peut-être un peu trop donner. Et je dis pas trop donner au sens où j'aurais jamais dû donner autant à cette personne. Non, c'est plus que je me suis étouffée moi-même et que j'ai pas eu assez de temps pour moi-même et pour l'amour que je pouvais vivre avec moi-même.
Et ça, c'est aussi important. Apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer, avant de pouvoir recevoir l'amour, c'est fondamental. Donc voilà, je dirais que je vis de l'amour de façon très intense, que j'ai longtemps été aussi dépendante affective, et c'est quelque chose avec lequel j'apprends à me détacher justement pour vivre mes relations avec plus de sérénité, être plus en paix avec tout ça, et que finalement mes relations soient plus saines et surtout sur le long terme. Comment faire lorsque l'on ne trouve pas sa place au niveau pro, perso, famille ? Alors c'est une question qui est un petit peu vaste au sens où elle est très complexe tout simplement à répondre. Comment trouver sa place ? En s'explorant, en apprenant à se découvrir, en se remettant en question, en sortant de sa zone de confort, en se challengeant, en cherchant justement ce que sont nos zones d'inconfort. Parce que c'est généralement dans les zones d'inconfort qu'on va mettre le doigt sur des choses qui sont plus difficiles aujourd'hui dans notre vie. Parce que si on n'arrive pas à trouver sa place, c'est potentiellement parce qu'on n'est peut-être pas au bon endroit et qu'on n'est peut-être pas avec les bonnes personnes. Donc demandez-vous qui êtes-vous, ce dont vous avez besoin, et est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes et les personnes qui vous entourent aujourd'hui répondent à qui vous êtes et à vos attentes sur la vie. Je pense que c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et une fois que vous aurez trouvé ces réponses-là, alors vous prendrez des décisions qui, comme moi je l'ai fait, vous feront prendre en fait des chemins différents et vous feront construire une vie qui finalement répondra davantage à qui vous êtes et à ce que vous attendez de la vie. Je suis passée de chef de produit marketing dans une grande entreprise de luxe, sans vie sociale, à prof de yoga indépendante à Bali avec plein d'amis. Donc voilà. Avant, j'étais pas à ma place. Aujourd'hui, je suis à ma place. Tout simplement parce que j'ai pris des décisions qui sont allées dans le sens de qui j'étais vraiment. Et pour prendre ces décisions-là, il faut se connaître, il faut faire cette démarche de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Comment arrives-tu à canaliser tes angoisses ? Alors aujourd'hui, je suis plus quelqu'un de très anxieuse. J'ai été quelqu'un d'extrêmement stressé à l'époque. Vraiment, c'était quelque chose qui m'oppressait, qui me noyait. Moi, je me rappelle même ado, quand j'avais des examens, voilà, j'étais malade 2 jours à l'avance. Le yoga, clairement, le yoga m'a aidé à canaliser ces angoisses par la respiration, première chose, par la méditation, une deuxième pratique, et le yoga vous enseigne le lâcher prise, vous enseigne l'acceptation, vous enseigne finalement en fait à être beaucoup plus tolérant, à être beaucoup plus ouvert, à prendre les choses peut-être un peu moins, un peu plus, j'ai envie de dire, et peut-être à prendre les choses un peu moins au sérieux, à vivre avec plus de lâcher prise, de recul, comme je disais. C'est voilà, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie, est-ce que ça a vraiment de l'importance pour moi, est-ce que ça me touche véritablement? Bref, se poser toutes ces questions, en fait, finalement, quand quelque chose vous angoisse véritablement, posez-vous la question, pourquoi je suis aussi angoissée? Est-ce que ça nécessite autant d'angoisse finalement? Et je terminerai enfin avec cette dernière question. Comment parvenir à transposer l'apaisement d'une séance de yoga au tumulte du quotidien? Et j'avoue que c'est une question que je me suis moi-même longtemps posée quand j'ai débuté en tant qu'élève dans le yoga. Je me dis mais c'est pas possible en fait. Je pratique le yoga, je me sens super bien sur mon tapis. Dès que je sors de la séance, je suis super bien. Et puis dès que je reprends mon quotidien, en fait, ça repart. En fait, mes angoisses reviennent. J'arrive pas à retrouver ce que je ressentais sur mon tapis. Alors, donnez-vous du temps. Soyez patiente et patient. Soyez bienveillant, bienveillante. Pratiquez encore et encore, sans vous soucier d'une destination, sans vous mettre cette pression qu'il faut atteindre un objectif spirituel, qu'il faut atteindre cette paix en fait. Cette paix avec la pratique, vous allez la construire avec les expériences, vous allez comprendre ce que vous apporte réellement le yoga et vous verrez que naturellement ça va se construire en fait. Ça va se construire avec la pratique, ça va se construire avec les expériences, peut-être de formation de yoga, peut-être de workshop, toutes ces personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin et sur votre chemin du yoga en fait va vous aider à dessiner votre chemin de vie, à décider
à dessiner qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie de faire dans votre vie et finalement à apaiser votre mental. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé les réponses, vous serez beaucoup plus calme en dedans. Aujourd'hui, votre anxiété, votre tumulte, il est lié principalement à des peurs. La peur de l'incertitude, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Bref, toutes ces peurs-là, en fait, elles génèrent du stress, elles génèrent de l'anxiété. Plus vous pratiquerez, plus vous comprendrez qui vous êtes, plus vous comprendrez où vous avez envie d'aller, plus vous comprendrez tous ces outils que le yoga a à vous offrir, plus vous serez en mesure en fait d'utiliser ces outils de la façon qui vous serve le mieux pour trouver cette paix intérieure. Et j'insiste, et c'est pour ça que je l'enseigne de cette manière, le yoga c'est pas juste des postures de yoga, c'est pas que ça, c'est ça, mais c'est 1/10 de ce qu'est le yoga. Si le yoga vous intéresse vraiment, si vous cherchez à trouver la sérénité et la paix en dedans, si vous voulez apprendre à lâcher prise, à accepter, à vivre avec davantage de lâcher prise finalement, mais tout ça vous allez l'apprendre aussi avec, alors oui, la pratique, mais aussi l'ouverture d'esprit, la philosophie du yoga et comprendre tous ces concepts qui sont englobés dans le yoga pour finalement pouvoir les appliquer à vous-même. Les yamas, les niyamas, toutes ces choses-là, c'est tellement des outils pour trouver la paix intérieure. Et c'est pour ça que j'en fais un peu mon combat en tant que prof de yoga et j'ai envie de vous transmettre ça. J'ai envie de vous transmettre le pranayama, la méditation, les asanas évidemment, mais j'ai aussi envie de vous transmettre la philosophie du yoga. J'espère que cette seconde partie de questions-réponses vous a plu, vous a inspiré. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter, que ça vous aura inspiré. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Merci de me suivre au quotidien parce que finalement sans vous, tout ça n'existerait pas. Ma passion peut-être n'existerait pas et l'épanouissement et le bien-être que je ressens aujourd'hui, finalement, il est grâce à vous. Tout se construit ensemble et donc pour ça, voilà, un grand merci. Et je vous dis à très vite sur Off the Mat. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.